Au Cameroun, l'anglophone John Froundi ne sera pas candidat à l'élection présidentielle prévue au fin 2018. Le principal opposant l'a fait savoir ce jeudi à Bamenda. En Afrique du Sud, les travailleurs d'une mine liés à la controversée famille Gupta sont en grève. Alliés au syndicat national des travailleurs miniers, ils sont préoccupés par la sécurité des salaires. Au Nigeria, 4 jours après l'attaque d'une école à Dachi, la plus grande confusion règne dans cette ville du nord-est du pays. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et habitants. Voilà pour le sommaire de cette nouvelle édition sur Sika. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au Cameroun, le principal opposant, l'anglophone Ni John Froundi, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2018. Il a fait savoir ce jeudi, c'était à Bamenda, un des fiefs de la contestation populaire qui secoue le pays depuis plusieurs mois déjà. Reportage. Le principal opposant Ni John Froundi a mis un terme à une bataille politique contre Paul Biya entamée en 1990. Il a en effet déclaré ce jeudi qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle prévue fin 2018. D'abord militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir à Bamenda, Froundi, qui a créé le SDF avec d'autres ténors en 1990 au début du multipartisme au Cameroun, a toujours plaidé pour le fédéralisme. Au départ, il y a eu tellement d'amalgames et certains ont même confondu les sécessionnistes aux militants des SDF. Ça tombe bien comme le SDF même est menacé pour que même les autorités et les observateurs internationaux puissent savoir que le SDF n'est pas derrière le mouvement sécessionniste. Ça fait pratiquement 30 ans que le SDF existe. On ne va pas laisser le contrôle de Bamenda aux supposés ambazoniens. Là, c'est non. Nous pensons que le Cameroun doit rester uni. Nous sommes pour un fédéralisme fort. Moi, je suis plus particulièrement pour un fédéralisme à 10 États, ça c'est vrai. Mais il est hors de question qu'on cède aux manipulations, au chantage des sécessionnistes. Charismatique autant qu'autoritaire au sein de son parti, le Sherman, président comme il est surnommé, a jeté l'éponge de la quête du pouvoir après l'avoir brigué à 3 reprises en 1992, en 2014 et en 2011. À Djibouti, on votait ce vendredi lors d'élections législatives boycottées par une grande partie de l'opposition. Ces élections devraient une nouvelle fois conforter le pouvoir du parti du président Ismaël Omar Guelleh en poste depuis 1999. Ces élections risquent d'être encore marquées par une forte abstention. En effet, l'opposition est divisée comme lors de l'élection présidentielle de 2016. Le MRD, le RAD et une branche de l'ARD ont décidé de ne présenter aucun candidat. D'autres partis d'opposition ont choisi au contraire de participer, mais ils n'ont de candidat que dans certains endroits. Le parti au pouvoir UMP est lui représenté dans chaque circonscription. Ceux qui prônent le boycott estiment que ces élections ne peuvent en aucun cas être justes et transparentes et que les partis d'opposition qui y prennent part ne font que cautionner le régime. Les gens sont bien informés, ils savent bien comment ils vont voter. Je crois que comme d'habitude, ça va très bien se passer. Nous sommes ici aujourd'hui pour accomplir en fait le droit et le devoir d'un citoyen et nous incitons aussi l'ensemble de nos compatriotes donc, à venir voter aujourd'hui parce que aujourd'hui leur voix compte beaucoup pour nous et nous attendons, comme nous avons aussi mené une campagne dure sur l'ensemble du territoire et nous incitons donc nos compatriotes à venir voter. Il faut dire que quelques 194 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h30, 3h30 GMT et devaient fermer à 18h. Je l'annonçais en titre en Afrique du Sud, les travailleurs de la mine de charbon Optimum Coal, une mine liée à la controversée famille Gupta, près de Ondrina à Mpumalanga, sont en grève. Alliés au syndicat national des travailleurs miniers, les mineurs sont préoccupés par la sécurité des salaires
qui doivent leur être payés, et ce, après que la banque de l'entreprise ait annoncé la fermeture du compte de l'entreprise à la fin du mois de mars 2018. Quelques 2600 ouvriers inquiets de l'avenir de leur entreprise ont cessé le travail dans une mine de charbon appartenant à la sulfureuse famille Gupta. Les grévistes de la mine Optimum, située à Ndrina, dans la province de Mpumalanga, veulent être informés de la situation de leur entreprise qui aurait été revendue à un nouveau propriétaire. Ils veulent également toucher les salaires qui leur sont dus. Nous sommes ici à cause de la frustration de l'employeur envers nos membres, à cause de la question des salaires. Nous ne savons pas si nous allons être payés. La question des engagements du plan de travail social. La question autour du non-paiement des fournisseurs qui est de près de 29 millions. La question des autres fournisseurs qui ont été arrêtés parce qu'ils ne sont pas payés par l'employeur. La question autour de la durabilité de l'entreprise, comme leur banque qui est Baroda a annoncé qu'il quitte le pays d'ici la fin du mois de mars. Dites-nous où est l'avenir d'Optimum. Pour ce qui est des paiements de demain, comme vous le savez, nous vous avons payé depuis le début, depuis janvier et même jusqu'au 15 de ce mois-ci. Nous vous avons versé vos paiements provisoires. Pour les salaires de demain, croyez-moi, l'équipe est occupée à avoir une discussion maintenant avec les banques. Ils sont occupés à avoir une discussion maintenant avec les fournisseurs afin que cet argent puisse être libéré. Je pourrais vous mettre à jour. Je crois que nous y parviendrons, mais je ne peux pas aujourd'hui m'engager à quoi que ce soit sans en être sûr à 100%. La famille Gupta et Duduzane Zuma, le fils de l'ancien président Jacob Zuma, ont acheté la mine au groupe Glencore pour 2,15 milliards de rand, soit environ 149 millions d'euros en 2015. Mais ils ont annoncé en 2017 vouloir vendre la mine à l'entreprise Shell King SA, basée en Suisse. Au Nigeria, 4 jours après l'attaque d'une école à Dachi, la plus grande confusion régnait dans cette ville du nord-est du pays où des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et habitants, toujours sans nouvelles des dizaines de jeunes filles portées disparues. Des heurts ont éclaté ce jeudi à Dapchi, dans le nord-est du Nigeria, entre forces de l'ordre et habitants qui réclamaient des nouvelles des 111 élèves de l'internat pour filles de Dapchi, toujours portés disparus, après une attaque de Boko Haram. Leur disparition a ravivé la crainte de nouveau Chibok, du nom de la ville de l'état voisin de Borno, où Boko Haram avait enlevé 276 élèves de l'internat en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale. Pendant sa visite dans la résidence du chef de la communauté, le gouverneur de l'état de Yobe a finalement expliqué ce jeudi aux parents des élèves manquantes qu'elles n'avaient pas été sauvées par l'armée, comme l'avait annoncé son porte-parole la veille au soir. Ce qui s'est passé dans l'état de Yobe est choquant. C'est décourageant et c'est épouvantable. C'est un sentiment terrible. Nous éprouvons un sentiment terrible vis-à-vis de cet incident parce qu'il nous rappelle celui d'avril 2014 lorsque les filles Chibok ont été enlevées. Nous ne nous sommes toujours pas remis de cette tragédie. Il y a encore 112 filles captives et voilà ce qui nous tombe maintenant dessus. Il y a de quoi se demander si nous avons tiré les leçons de l'enlèvement qui a eu lieu en avril 2014 et pourquoi ce mouvement existe. Ce que nous pouvons dire clairement désormais, c'est que nous avons travaillé avec Inaudible pour établir combien de personnes ont été enlevées. Ce que nous savons pour le moment, c'est que nous ne pouvons pas trouver certains élèves. Après l'enlèvement des filles ce lundi, le président nigérien Muhammadu Buhari a demandé à plusieurs ministres de son gouvernement de se rendre dans le nord-est du pays pour une mission d'enquête. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en Égypte. Des touristes sont venus observer ce jeudi le phénomène d'alignement du soleil avec le visage de Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel. Nous allons suivre un extrait de propos assez explicatifs.
L'alignement du soleil sur les 3 statues du grand temple sacré d'Abou Simbel est un phénomène qui a été observé pour la première fois en 1874. Depuis, le monde entier souhaite le voir. Avant, cela tombait le 21 octobre et le 21 février. Mais après que 2 temples ont été déplacés en septembre 1968, l'alignement tombe le 22 octobre et le 22 février. Des gens viennent du monde entier pour voir ce phénomène. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que c'est le jour où le soleil éclaire le visage de Ramsès. Et voilà, il fait très beau, c'est très agréable d'être ici. Il y a beaucoup de monde. C'est fantastique. Nous sommes si heureux et nous avons tellement de chance d'être ici pour voir le phénomène d'alignement du soleil. Nous n'avons pas pu être là au lever du soleil, mais c'était merveilleux. Nous allons peut-être revenir. Personnel au sol, pilotes, hôtesses et stewards d'Air France étaient mobilisés jeudi dans une unité rare. Les manifestants réclament une augmentation générale des salaires de 6%, revendication que la direction, contrainte d'annuler la moitié des vols long courriers, juge déraisonnable. Alors que la direction estime le taux de grévistes à 28%, une source interne avance qu'il est de 33% pour les pilotes, 37% pour les hôtesses et stewards et 26% pour les personnels au sol. Cette manifestation a bouleversé l'agenda de la compagnie Air France. À Nice, 12 vols prévus vers Paris, Lyon, Lille et Toulouse et 12 autres devant atterrir à Nice ont été annulés. À Marseille, une dizaine de vols ont été annulés. À l'origine du mécontentement, la revalorisation salariale appliquée en 2018 que les syndicats qualifient d'aumône. En effet, la direction a mis sur la table un projet d'accord prévoyant une augmentation générale de 1% en 2 temps, une revalorisation des indemnités kilométriques et une enveloppe d'augmentation individuelle de 1,4% pour les seuls agents au sol. L'intersyndicale réclame une hausse de 6% des grilles salariales pour compenser la perte de pouvoir d'achat subie depuis 2011. Le groupe Air France KLM a affiché un bénéfice d'exploitation en hausse de 42% pour 2017 à 1,488 milliard d'euros, dont 588 millions d'euros pour la partie française. Les employés comptent bien bénéficier aussi de cette croissance. Mais la direction, chiffrant la réclamation à 240 millions d'euros, la juge déraisonnable et irréaliste. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Sika. Agréable nuit à chacun et à tous.